Bon, ça va être difficile de passer après Eric, mais je vais tenter de le faire correctement. Bien, Euh, Gauthier. de quoi? Tu vas le faire très bien, t'inquiète pas. C'est Impeccable. bon? Parfait, parfait, très bien. Donc voilà, donc on pourrait passer des heures. J'ai ciblé les choses sur ce qui me semblait le plus important et sur ce qui est le plus fréquent aussi. Donc d'abord sur les indications de traitement, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'il est systématique? Alors c'est quasi systématique. Après, on peut, enfin voilà, je dirais pas qu'il est forcément systématique. Est-ce qu'une patiente de 45 ans qui n'a aucun symptôme avec une endométriose, est-ce qu'il faut forcément la traiter avec le peu de risque qu'elle ait des symptômes jusqu'à sa ménopause? Mais ça reste. Donc voilà. Donc pour moi, c'est quasi systématique, mais pas forcément systématique, même si ça, en théorie, c'est ce qui est noté dans les recommandations. L'idée de traiter, c'est d'améliorer une qualité de vie, donc avec des symptômes. Et s'il n'y en a pas, c'est aussi, comme l'a dit Eric, il peut y avoir des choses qui sont muettes, comme une urétérohydronéphrose. Et c'est là où il y a le risque de dommages d'organes, avec le risque d'occlusion ou de reins muets. Et c'est là aussi où il faut quand même traiter les choses, même s'il n'y a pas de symptômes associés. Et après, une vaste question aussi, où on n'a pas toutes les réponses sur quelles sont les prises en charge optimales au jour d'aujourd'hui, c'est par rapport à la fertilité chez ces femmes jeunes qui vont vouloir des enfants plus tard. Et la première question, dans 80% des cas qu'elles posent quand elles arrivent en consultation, c'est est-ce que j'aurai des enfants? Le premier principe de prise en charge, il est médical. On revient beaucoup, enfin, il y a une espèce de désescalade comme au niveau carcinologique sur la chirurgie. Et donc, la première chose, le premier traitement en première ligne, ça va être au niveau médical avec un objectif théorique d'aménorrhée, donc sans saignement, sans spotting, sans règles, ou, quand je dis plus ou moins, une amélioration de la qualité de vie s'il y a quelques spottings avec des schémas potentiellement trimestriels qui vont limiter quand même l'évolutivité et qui vont améliorer les patientes. Voilà, enfin, par expérience, vaut mieux avoir des règles tous les 3 ou 4 mois et quelques douleurs associées, même si pendant ces 3 ou 4 mois en aménorrhée, ça a pu mettre au repos ces cellules actives et derrière faire que les douleurs menstruelles soient moindres, plutôt que d'avoir des spottings en continu quotidiennement avec des douleurs quotidiennes associées. Et ça, c'est difficile à leur faire comprendre aussi, c'est que c'est un traitement qui va être jusqu'à la ménopause. Donc, quelles sont les options thérapeutiques qu'on a dans la médecine traditionnelle? Je vais parler de la médecine traditionnelle parce qu'après, sinon, on peut partir sur tout, médecine chinoise, enfin, j'ai tout vu, les plantes, la naturopathie, enfin, il y a beaucoup de choses enfin, j'ai des patientes comme ça qui sont soulagées avec des traitements autres. Mais donc, au niveau médical traditionnel, dans un premier temps, on met des ostroprogestatifs en continu, alors plutôt monophasique, mais après, les triphasiques fonctionnent aussi très bien. Après, ça va dépendre aussi de chaque patient, que ce soit en termes d'efficacité ou d'effets secondaires aussi. Les microprogestatifs fonctionnent aussi pas mal, mais sont plus à risque de spotting. Les macroprogestatifs, alors c'est toute la question actuelle depuis toutes les publications sur le nomégestrol et notamment et les méningiomes. Donc, on en donne de moins en moins de ce point de vue-là. Et surtout, alors en France, ce qui est maintenant accessible depuis 1 an, c'est surtout le dienogeste, qui n'était pas accessible chez nous avant pour des motifs plutôt administratifs. Ça, c'est en première ligne. En seconde ligne, après, si on veut être beaucoup plus, enfin, si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut en termes de qualité de vie, ce qui peut se discuter, c'est de mettre des analogues avec une ménopause artificielle. Alors, les indications, ça va être surtout pour nous en préopératoire, même si certains chirurgiens le discutent. Mais dans les endométrioses très sévères, par expérience, il y a vraiment une énorme différence en termes de dissection, de fatigabilité et derrière de risque pris pour la patiente. Si on le met dans un autre cas qui est plutôt pour viser d'obtenir une aménorrhée, une amélioration de la qualité de vie, malheureusement, on ne peut pas laisser plus un an et demi au maximum, sauf après où ça se discute, où je le discute avec les patientes en préménopause, où ça peut se discuter. C'est pour ça que d'ailleurs, il y avait le professeur Roman qui avait fait une étude mesure sur les endométrioses digestives entre chirurgie versus analogue au long cours. Généralement, on leur ajoute aussi une ADBAT thérapie parce que c'est quand même un traitement qui a quand même pas mal d'effets secondaires avec
chez des femmes jeunes des gros syndromes climatériques, donc surtout à base d'œstrogènes, plutôt de manière locale, enfin de manière cutanée, pour ma part en tout cas, pour améliorer tous les symptômes liés aux effets secondaires de l'injection des analogues. Et au tout début, sur la première injection, leur mettre des progestatifs pendant 4 à 6 semaines pour éviter les flare-up qui est à ce moment-là, au moment où ça arrive, enfin où l'effet vrai des analogues arrive au niveau des cellules d'endométriose. Excusez-moi. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles thérapies que celle-là qui était déjà connue. Je n'ai pas de grosses annonces à vous faire aujourd'hui et j'en suis désolé. Après, je sais qu'il y a des recherches pour discuter avec certains laboratoires sur des traitements non hormonaux, ce qui serait pour moi quelque chose de révolutionnaire parce qu'il y a énormément de patientes qui ne veulent pas initialement prendre de traitements hormonaux, et de plus en plus dans les mentalités actuelles. Et ça serait quelque chose de révolutionnaire. Donc voilà pour la partie médicale. Après, sur la partie chirurgie, les indications, elles sont quand même peu nombreuses. Il y a quand même une grosse désescalade là-dessus. Moi-même, dans ma pratique, entre ce que j'ai pu apprendre et où j'en suis au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une désescalade dans mes indications, en tout cas. Donc, ça va plutôt être quand il y a un échec du traitement médical bien conduit et après plusieurs tentatives de traitement, ou alors c'est en complément du traitement médical s'il reste des symptômes malgré l'obtention d'une aménorrhée médicamenteuse. Ça ne remplace aucunement le traitement médical. C'est parce qu'il y a aussi, ce qui a été très bien démontré, c'est le risque de récidive au décours d'une chirurgie sans traitement. Donc ça, on insiste énormément, personnellement, j'insiste énormément avec les patientes là-dessus. Ça ne remplace pas et ça ne fera pas forcément arrêter le traitement au décours. On peut aussi faire des chirurgies dans le cadre de la fertilité, notamment sur les endométriomes et sur les atteintes tubaires, comme l'a montré Eric tout à l'heure, et tout ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les risques de dommages d'organes, comme le risque d'occlusion s'il y a une grosse lésion digestive ou une atteinte urétérale qui fait une urétérohydronéphrose avec le risque de rein muet, voire de néphrectomie au décours. Donc, c'est généralement des chirurgies qu'on fait de manière multidisciplinaire dans tous les centres spécialisés en endométriose, qui peuvent être potentiellement très lourdes, avec des risques de défaut de cicatrisation, de fistules, d'atonie vésicale, notamment sur les nodules postérieurs au niveau du torus ou des ligaments utérosacrés, si on si on sectionne les nerfs splanchniques qui sont juste à côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi très bien connaître son anatomie et faire une bonne dissection avant de retirer le nodule. Ne pas y aller à l'aveugle et bien faire la cartographie des choses avant, comme l'a dit Eric. Et le risque aussi, c'est que ça peut aussi faire des kystectomies à répétition chez une même patiente de 20 à 25 ans. Le risque, c'est qu'elle devienne hypofertile au décours. Donc, il faut bien poser ces indications. Et c'est pour ça que nous, on les staffe quand même, surtout sur les grosses endométrioses profondes, en réunion de concertation pluridisciplinaire, parce qu'au final, c'est quand même une faible proportion qui seront opérées par rapport au nombre de lésions qu'on pourra voir en iconographie. Donc, c'est juste pour vous montrer des images. Alors, après les images radiologiques, maintenant, il y a les images chirurgicales. Donc, on voit sur la première image en haut une atteinte du cul-de-sac vésico-utérin qui infiltre la vessie. Alors, je vous montrais un film tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de lésions. À droite, la plus fréquente, c'est les ligaments utérosacrés qui sont épaissis, qui sont rougeâtres, inflammatoires, voire avec des nodules bleutés. En bas à gauche, ça va même plus loin parce que ça infiltre le vagin où on peut voir le nodule au spéculum et on le palpe très bien aussi cliniquement. Et là, tout en bas, il y a le Douglas qui est complètement oblitéré par une infiltration du rectum associé. Donc, ça, c'était pour la partie générale. Après, je me suis axé sur deux parties. Oui. Le docteur Benamou, il faudrait qu'il coupe son micro parce qu'on l'entend, non? Monsieur docteur Benamou? Oui, je... Yes, thank you.
donc, je me suis axé sur, au niveau chirurgical, je pourrais tout vous montrer, que ce soit des vaporisations ou des résections du diaphragme, ou des réimplantations urétérales. Après, il y a d'autres lésions moins fréquentes, comme les infiltrations au niveau des loges pelviennes, avec des infiltrations ou des atteintes des nerfs sciatiques, ce qui est très rare. Mais donc, je me suis plutôt axé sur les parties profondes et les plus fréquentes, c'est-à-dire au niveau de la vessie et au niveau digestif. Au niveau de la vessie, alors, généralement, il y a quand même des sémiologies, il y a des choses qui vont s'axer plus sur une atteinte qu'une autre avant d'examiner ou avant d'avoir vu les images. Déjà, on sait déjà un peu ce qu'on va rechercher et ce qu'on va trouver rien qu'en interrogeant, comme l'a dit Eric. C'est très important d'interroger les patientes parce que ça nous fait le diagnostic dans 90% des cas, voire même aller jusqu'au niveau des localisations d'endométriose associées. Donc, ça nous donne des algoménorrhées, des dyspareunies profondes et surtout des cystalgies, des polyacuries, voire des hématuries qui sont plutôt cycliques. C'est surtout ça qui fait amener le diagnostic d'endométriose au niveau vésical. Pour les examens complémentaires, je ne vais pas revenir dessus parce que Eric a été très exhaustif au niveau de l'échographie, de l'IRM, et après en complément, il peut y avoir la cystoscopie. Alors, je n'ai pas noté aussi pour tout ce qui est dilatation urétérale, la scintigraphie rénale pour voir la perfusion et l'uroscan potentiel. Mais à la cystoscopie, je vais vous montrer tout à l'heure sur la vidéo, on peut voir l'infiltration et ça nous permet aussi de voir la localisation par rapport aux méa urétéraux et donc le risque de plaie urétérale ou de sténose même dans la suture des uretères, ce qui serait dommageable pour la patiente. Donc, globalement, c'est surtout sur le dôme, donc ça consiste surtout à une cystectomie partielle, et donc avec 2 temps opératoires. Le premier, la cystoscopie, où on délimite justement la lésion, et on peut justement visualiser ça par rapport au trigone, et donc pour être le plus minimaliste possible et le plus conservateur sur la chirurgie, ce qui est de plus en plus, ce qui est la tendance sur le plan chirurgical, comme en carcinologie. Et derrière, après, la cystoscopie pour enlever le nodule et suturer la vessie. Le principal risque, la vessie cicatrise très très bien, donc après on laisse une sonde pendant plusieurs jours, mais le principal risque, c'est s'il y a une infiltration vaginale en amont ou si on fait un trou dans le vagin pendant la procédure, le risque c'est la fistule vésico-vaginale, qui là peut être très très longue à cicatriser, pour en avoir eu un ou 2 cas, et qui peut être très difficile à prendre en charge chirurgicalement. Donc là, c'est pour vous montrer, alors je vais réussir. Donc, c'est pour vous montrer ce qu'on peut voir. Voilà. Donc là, on est en cystoscopie et on voit les nodules bleutés d'endométriose qui infiltrent et ça bombe complètement dans la vessie qui est pourtant distendue avec le sérum physiologique. Et donc là, c'est le gros nodule d'endométriose qu'on peut voir en imagerie, comme l'a montré Eric tout à l'heure. Et donc, on repère aussi l'abouchement des uretères, qui est généralement à distance, mais c'est toujours bien quand même de le savoir, d'en être sûr à 100%. Et derrière, après, on peut, pour faire quelque chose de le plus conservateur possible, juste faire le tour, juste faire des pointillés au niveau de la muqueuse, voire rentrer un peu dans le détrusor, mais sans forcément perforer la vessie, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore en cystoscopie. Et derrière, ça nous permet après d'avoir, quand on sera en cystoscopie, de suivre ces pointillés qu'on s'est fait. Et donc derrière, après, on enlève juste ce qu'il y a besoin d'enlever, ni trop peu, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Voilà, donc ça donne ça. Ce qui fait que derrière, après, quand on passe en célioscopie, donc voilà, c'est les images qu'on voit où c'est très adhérent, où ça fait de l'adénomiose externe à ce niveau-là, ou de l'endométrie. Bon. Je ne vais pas revenir sur la nomenclature comme Eric l'a si bien fait, je ne serais pas capable de le faire aussi bien que lui. Et donc, on dissèque les fosses paravésicales, d'abord pour bien libérer la vessie, pour pouvoir après faire une suture sans tension de cette dernière, de part et d'autre. Et on la dissèque aussi en antérieur. Alors, j'avance un petit peu pour être dans les temps aussi. Excusez-moi. Donc, ça, c'est de chaque côté. Alors là, ça, c'était une icono de Rouen où justement, j'avais utilisé le plasma pour le faire. Mais après, ça se fait très bien, que ce soit avec bipolaire ciseaux ou alors avec des énergies de 2e génération comme le ligature, comme l'ultracision que j'ai plus l'habitude d'utiliser maintenant pour les chirurgiens qui sont présents. Donc, je libère aussi la vessie en antérieur pour vraiment
faire qu'elle soit vraiment le plus lâche possible pour la suture ultérieure. Et ensuite, on va commencer par... Alors, je vais juste vous montrer, je voudrais juste avancer un petit peu. Voilà, là, on va ouvrir après le dôme vésical. Donc, à distance du trigone, donc on est plutôt sur la partie antérieure, pour pouvoir repérer nos délimitations préalablement faites et être sûr aussi d'être à distance du trigone, parce que si on part de l'autre côté, on ne sait pas où s'arrêter forcément. Et donc là, au fur et à mesure, je rentre dans le détrusor. Et ce qui se passe, c'est qu'on va arriver dans la vessie. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, après, derrière, ce qui va se passer, désolé, on retrouve nos délimitations qu'on avait préalablement. Et après, il n'y a plus qu'à les suivre pour enlever vraiment que le nodule et être le plus conservateur possible sur la vessie et sur sa fonction, même si ça cicatrise très bien et il y a peu de symptômes au décours de ce point de vue-là. Et l'important, c'est le trigone et après aussi le vagin de l'autre côté, ne pas faire de trou dedans pour pas qu'il y ait deux sutures l'une en face de l'autre et le risque de fistule associé. Donc voilà, et après une fois qu'on a enlevé tout le nodule, donc là on a fait tout le tour. Et à la fin, après, on va faire une suture avec un testo bleu. Voilà. Et l'idée d'avoir décollé au tout début, parce que c'est plus simple de tout décoller au début, c'est qu'après, derrière, on peut faire une suture sans tension et qui se passe très, très bien. Donc voilà pour l'endométriose vésicale. Pour l'endométriose digestive, là aussi, il y a les algoménorrhées qui peuvent être... il peut y avoir aussi des douleurs en dehors des cycles, comme l'a très bien dit Eric. Ça a un impact très important sur leur qualité de vie au quotidien. Et il n'y a pas forcément... la majorité des patients qui ont une endométriose postérieure, notamment au niveau des ligaments utérosacrés, vont avoir potentiellement des symptômes digestifs. Symptômes digestifs ne veut pas dire forcément infiltration digestive. Et ça ne sert à rien de faire forcément une coloscopie d'emblée, comme on en voit très, très souvent actuellement, et qui, à l'heure actuelle, dans la grosse majorité des cas, revient complètement normal. Donc, c'est des examens qui sont faits de manière excessive, à mon sens. Et au niveau des symptômes digestifs, on va avoir surtout une alternance constipation-diarrhée qui va être cyclique. Alors, ça dépend des patientes, mais le plus fréquemment, c'est constipation en dehors avec une accélération du transit pendant les règles, les dyskésies. Mais comme je viens de vous le dire, ça ne prédit pas de l'infiltration du tube digestif. Ce qu'il faut leur poser comme question quand on suspecte ou quand on sait qu'il y a une endométriose postérieure, notamment au niveau de l'utérus, c'est savoir si au niveau urinaire, elles ont des efforts de poussée au moment elles doivent pousser avec des efforts abdominaux au moment des règles pour vider leur vessie. Parce que ça signe une irritation, voire une infiltration des nerfs hypogastriques qui passent juste à côté justement des ligaments utérosacrés. Et avec le risque, en préopératoire, si on doit enlever ça, c'est un risque, ça nous montre un risque très important d'atonie post-opératoire. Et donc, c'est pour savoir un petit peu quels sont les risques potentiels pour chaque patient. Et les dyspareunies, forcément, sur la partie postérieure. En échographie, je ne reviendrai pas dessus sur tout ce qu'a dit Eric, l'IRM, et en complément, donc en deuxième intention, comme l'a très bien dit Eric, l'échographie endorectale et le coloscanner pour bien faire la cartographie des lésions. Donc là, c'est juste pour montrer des images aussi de cystoscopie avec le rectum qui est là et qui vient infiltrer, surtout au niveau du ligament utérosacré gauche, à ce niveau-là. Voilà. Là, il y avait à gauche, comme l'a dit aussi Eric, c'est là où il y a le plus souvent de sténose au niveau latéral, mais là, ça a infiltré carrément. Voilà, on voit bien l'urtère qui est ici, et là, en fait, voilà, il a été sectionné, et donc après, on a dû faire une réimplantation urétérale associée. Et en fait, c'était le nodule, là, les deux ont été libérés, avec ici le nodule digestif associé, tout était en magma à ce niveau-là. Et voilà, et ici, voilà, il y a eu aussi une sténose urétérale sur un nodule qui était digestif. Donc, c'était juste pour montrer ça, mais Eric l'avait déjà bien cité. Donc, les indications digestives, alors il faut vraiment poser le pour et le contre, et globalement, c'est toujours discuté, elles sont systématiquement disputées chez nous en réunion de concertation pluridisciplinaire.
parce que l'objectif, c'est surtout, ce qu'on veut éviter, c'est le risque d'occlusion. Donc, heureusement, ce n'est pas la grosse majorité, mais après, c'est améliorer leur qualité de vie de ce point de vue-là, sans être délétère et trop morbide pour la suite de leur vie. Il y a différentes techniques. Alors, au jour d'aujourd'hui, la résection colorectale fait foi. Voilà, mais on est plutôt sur une désescalade, même si pour l'instant, il n'y a pas d'études qui montrent chaque technique différente et leurs indications. Mais à mon sens, pour avoir appris, avoir appris et vu les 4, à mon sens, il y a plutôt des indications pour chacune. Le shaving, où c'est donc l'idée de raser quand ça n'infiltre pas trop la musculeuse, où on n'a pas de gros risque d'atteindre la lumière digestive, et ce qui est préférentiellement utilisé. Mais après, à partir du moment où ça infiltre plus, en fonction de la localisation ou de la distance, les 3 autres, à mon sens, ont chacune leur indication. À moins de 3 à 4 cm, on peut faire juste une exérèse, un patch sur le tube digestif qui est beaucoup plus, à mon sens, plus conservateur que la résection, et où on dissèque moins, on dénerve moins, et donc potentiellement avec moins de risques au décours de séquelles post-opératoires. La technique de Rouen, développée par, comme l'a dit Séverine, mon mentor, le professeur Roman, que je serais incapable de faire, qui est très spécifique sur le bas rectum pour essayer de diminuer le Lars syndrome, justement, et quelque chose de très spécifique, mais juste pour le bas rectum sur des gros nodules postérieurs. Et la résection colorectale, quand il y a des atteintes bifocales ou très étendues. Voilà. Donc, pour moi, chacune a ses indications. Mais elles ont surtout des risques. C'est donc ce que je vous ai dit, le Lars syndrome pour le bas rectum. Mais après, si on ne fait pas attention sur les ligaments, à côté des ligaments hétérosacrés au nerf splanchnique, il y a le risque d'atonie vésicale qui peut être par moment définitive. Donc, chez des femmes de 25-30 ans, ça a un gros impact sur leur vie quotidienne pour le reste de leur vie. Et après, surtout, le risque de fistule et de lâchage de suture. Donc, ce n'est pas des chirurgies anodines, et généralement, on arrive sur des choses déjà sur des pelvis gelés, comme ici avec un kissing ovaries, le nodule qui est derrière où tout vient adhérer dessus et infiltrer le rectum dessus. Une fois qu'on a tout libéré, on voit la zone ici où il y avait le nodule, qui est encore très fibreuse. Et derrière, en l'enlevant, là, c'était ici, en fait, cette zone. Et en fait, on voit le rectum sain ici et le rectum, voilà, et la suture est juste en dessous. Là. Alors là, c'est juste pour vous montrer. Alors là, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi par voie vaginale, comme en cystoscopie, pour délimiter au niveau du vagin, pour être le plus conservateur sur le vagin aussi. Où on va justement, quand il y a un nodule vaginal, on peut le délimiter. Ce que je fais, ce que le professeur Roman m'a appris justement, pour être toujours dans cette idée d'être le plus conservateur possible sur les lésions et ne pas enlever plus qu'il ne faut. Donc voilà, pareil, on fait des délimitations qu'on retrouvera par célioscopie après de l'autre côté. Et donc après, quand on va ouvrir tout ça, alors là, on va ouvrir d'abord les fosses pararectales pour être vraiment à distance de tout, c'est-à-dire des uretères qui vont être à droite où on a fait une urétérolyse première où on voit qu'on a ouvert le péritoine. On a aussi repéré justement les nerfs hypogastriques pour éviter de les... Je suis désolé que ça saute comme ça. Voilà. Et donc, on a repéré les nerfs hypogastriques pour éviter les séquelles d'atonie vésicale au décours. Une fois qu'on a délimité latéralement, après, la question, ça va être de faire de manière antéro-postérieure. Et donc, le moins risqué, c'est quand même d'ouvrir le vagin en premier chez cette patiente. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on va plutôt se mettre plus près du col de l'utérus pour ouvrir le vagin, pour pouvoir libérer notre nodule à ce niveau-là. Là, le vagin est ouvert, en fait, et on retrouve nos délimitations comme pour la vessie de l'autre côté. Et derrière, on retrouve le rectum sain, et ce qui fait que derrière, on va pouvoir trouver la cloison recto-vaginale saine et pouvoir la disséquer pour libérer aussi le rectum sain d'aval et pouvoir faire remonter la lésion en intra-abdominal et mieux s'exposer pour pouvoir l'enlever dans de meilleures conditions. Alors, juste pour voir ce qui se passe après. Donc, d'abord, on enlève une fois qu'on a le nodule est à ce moment-là juste sur le rectum, puisqu'il a été libéré du vagin. Donc là, on va commencer à libérer en faisant un shaving pour enlever juste le nodule et assouplir en fait la paroi digestive
qui va pouvoir être, dans ce cas d'exérèse discoïde, hein, parce que là, on est sur un exérèse discoïde. Sinon, en résection, on pourrait couper en amont, en aval et faire l'anastomose. Une fois qu'on a disséqué aussi en postérieur et qu'on a libéré complètement le rectum. Excusez-moi. Donc, le shaving se fait soit au ciseau, soit à l'ultracision. L'idée, c'est d'assouplir la paroi pour pouvoir ensuite, je vais vous montrer. Donc, on met dans le lit tumoral qui reste, enfin, le lit tumoral, le lit tumoral de l'endométriose, on met un point pour bien pouvoir manipuler cette zone infiltrée. Et en mettant la pince digestive circulaire en intra-rectal, on peut justement l'abaisser après dans la pince qu'on va ouvrir puis refermer sur ce nodule qui va prendre justement en béquant juste la paroi antérieure et pas les parois latérales et postérieures du rectum. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, voilà, le nodule il est dans la pince et à ce moment-là, la pince va couper et suturer. Et on a dans ce cas-là enlevé tout ce qu'on voulait enlever sans être trop excessif, et on a enlevé vraiment que ce qu'on voulait enlever. Et là, une fois qu'on a, en fait, ça fait un disque, d'où l'exérèse discoïde avec le nœud qui est en plein milieu. Voilà. Et là, en l'occurrence, on a enlevé une pièce de 3 cm. Donc voilà. Et là, après, derrière, on fait un test à l'air pour vérifier. Donc là, maintenant, on a une souplesse au niveau de la paroi digestive. On a enlevé la zone atteinte. Et derrière, après, on fait un test à l'air pour vérifier l'étanchéité de la suture. Ce qui peut se discuter derrière, c'est de faire une épipuloplastie chez elle qu'elle a eu, parce qu'il y avait aussi une suture vaginale pour limiter la communication entre les deux sutures. Voilà. Et c'est là où se discute aussi avec les chirurgiens digestifs l'indication de stomie devant le fait qu'il y ait deux sutures l'une en face de l'autre, avec le risque de fistules recto-vaginales qui peuvent être très complexes à prendre en charge au décours. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc en conclusion, je n'ai pas parlé des endométrios, mais parce que et de l'adénomyose en soi, parce que c'est des choses qui sont aussi extrêmement variées. En une demi-heure, c'est très compliqué, j'en suis désolé. On pourra refaire un topo avec grand plaisir sur ces deux cas en discutant de la fertilité qui va avec. Mais en conclusion, l'endométriose, ça va être quelque chose de très multidisciplinaire, avec un traitement, avec une prise en charge médicale qui est chez toutes ou quasi toutes les femmes qui présentent de l'endométriose à partir du moment où elles ont les symptômes. Peut-être un jour sans hormones, c'est mon souhait. Au final, une minorité vont être opérées, et tant mieux. Et il y a une désescalade qui se fait de plus en plus de ce point de vue-là. Mais dans la multidisciplinarité, excusez-moi, il n'y a pas que le côté médical pur, gynécologue, chirurgien ou radiologue comme le docteur Petit. Il y a aussi tout ce qui est associé, comme les algologues, qui participent énormément à la prise en charge sur les douleurs chroniques, les sexologues aussi, les psychologues, parce qu'elles ont des histoires très complexes, et avec les douleurs chroniques, ça devient très compliqué moralement et psychologiquement. Et aussi avec nos collègues de la fertilité, notamment de la préservation de fertilité. Voilà. Même si après, je n'ai pas cité aussi tout ce qui est kiné, sophro, ostéo, et j'en passe, et j'en oublie, et j'en suis navré. Merci de votre attention. Je suis beaucoup moins à l'aise que le docteur Petit à l'oral. C'était très bien, Gauthier. Merci pour ta clarté dans la prise en charge des endométrioses médico-chirurgicales. Je suis interrompue par mon fils, désolée. Anas, je te passe le relais. Très bien, très bien. Écoutez, merci aux deux orateurs pour la clarté de leur exposé. Maintenant, c'est le temps des questions. Est-ce que je peux faire un commentaire, Anas? Vas-y, Michel, vas-y. Oui, bien sûr. Oui, bonsoir tout le monde, et merci pour les orateurs qui ont couvert le sujet d'une façon complète. Écoutez, je voudrais faire mon commentaire en tant que chirurgien colorectal. Chirurgien colorectal parce que nous sommes familiers avec cette maladie dans ses localisations ectopiques. Ectopiques, je m'excuse de le dire, dont on n'a pas parlé, mais peut-être je vais mettre une lumière dessus. C'est des patientes qui se présentent pour un abcès pariétal abdominal parfois,
simulant un kyste sébacé infecté ou un abcès sous-cutané. Et en regardant de près, on trouve que cette lésion est sur la plaie ou à la limite de la plaie d'un phanestyle d'une ancienne césarienne. Alors, maintenant, dans le temps, on y allait en tant que granulome inflammatoire et on opérait dans ce contexte. Mais maintenant, ça nous met la puce à l'oreille et on essaie de mettre le diagnostic éventuel d'un endométriome. Et souvent, c'est le cas. Alors, une autre fois, c'est des patients qui se présentent pour un abcès pelvien, abcès périnéal, pardon, et simulant un abcès périanal ou bien un granulome inflammatoire de cette région. Et en regardant de près, on voit que c'est sur une ancienne cicatrice. C'est des patientes qui ont eu une épisiotomie avant ce temps. Alors, ma question là, c'est d'abord pour M. Eric. Est-ce que ces localisations pariétales ont une signification radiologique qui peut faire un diagnostic évident pour, bien sûr, avoir le diagnostic avant d'aller dans la chirurgie. Et de toute façon, il est dit que quand on excise complètement ces endométriomes, en général, on les guérit. Donc, de toute façon, ça va être opéré et excisé. Mais est-ce que la radiologie ici donne une certification, si vous voulez, de ces lésions par rapport au granulome ou un abcès ou un granulome sur corps étranger, par exemple, comme ça se présente parfois? Le problème diagnostique se pose finalement, c'est toujours très clair, d'abord cliniquement, et ensuite, effectivement, en échographie. Alors encore plus en IRM, en pratique, on ne fait quasiment jamais d'IRM pour confirmer ce diagnostic. L'échographie suffit. Et on a une plage nodulaire, tout à fait, comme je vous l'ai montré, un seul exemple, mais on peut en montrer 150. C'est toujours la même chose. C'est une plage vraiment anfractueuse, quasiment pas vascularisée, hein, très peu vascularisée, et puis caractéristique à la fois dans son signal échogène, hypoéchogène, et puis avec des spots hyperéchogènes punctiformes. Donc l'image est caricaturale, mais déjà cliniquement, c'est simple. Donc finalement, alors je sais qu'il y a beaucoup de radiologues qui tournent autour du pot, mais sans accorder, à cause du fait qu'ils n'accordent pas assez de poids à la clinique. Et après, tout le monde se pose la question de la fameuse tumeur desmoïde. En fait, ça ne se pratique jamais. En pratique courante, on n'a jamais ce problème, même avec un granulome ou autre chose. C'est archi exceptionnel. Le diagnostic est toujours facile. Et donc après, il y a évidemment, comme vous l'avez dit, la chirurgie. Et puis, on a développé récemment, depuis 2 ans à Saint-Joseph, comme avec les tenons, une technique qui peut, dans certains cas, donc, permet de sursoir la chirurgie dans des localisations qui sont bien calibrées, pas trop importantes. C'est la cryothérapie. Et ça fonctionne très, très bien. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de problème diagnostique vis-à-vis de ça. On ne se pose jamais de questions métaphysiques sur le nodule. On le confirme aisément, on le dimensionne, on le situe exactement par rapport à la paroi, à la plan cutané. Et puis après, on de la technique de thérapie ou chirurgie. Évidemment, c'est l'ombilique, plutôt la chirurgie. Mais si c'est sur une cicatrice classique de césarienne, la cryothérapie, ça fonctionne très très bien. On commence à avoir un recul intéressant. Merci Eric. Il y a une question pour Gauthier. Est-ce que le tabagisme peut être une contre-indication ou compliquer les gestes en particulier sur la vessie et le digestif? Alors, pour avoir pas mal travaillé aussi avec des plasticiens, justement, c'est pour ça que je me suis beaucoup posé cette question à un moment donné. Alors, oui, forcément, ça va jouer sur la cicatrisation. Alors, sur la vessie, pas tant que ça, parce qu'au pire, la sonde, on peut la laisser un petit peu plus longtemps, c'est pas trop un souci. Le problème, c'est surtout le lâchage de suture au niveau digestif. Donc oui, les patientes, moi, je leur en parle toujours. Quand elles fument, je leur dis, voilà, arrêtez avant, parce que le rythme, alors généralement, elles le font, c'est peut-être un peu plus compliqué, il y a peut-être plus d'annulations en chirurgie plastique pour ça, mais quand on leur dit que si elles n'arrêtent pas de fumer un mois avant et qu'elles vont se retrouver avec une stomie à cause de ça,
généralement, elles adhèrent très bien à ce discours-là. Et enfin voilà. Mais oui, j'insiste dessus en préopératoire. Très bien. Je voudrais faire un petit commentaire et puis relier la question de Anne. Deuxième question, c'est moi, je suis radiologue de campagne, c'est-à-dire de base, et l'atteinte endométriosique de la cicatrice césarienne, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire à l'IRM, il n'y a pas photo, il n'y a pas 33 possibilités. Hein, et puis, je n'ai pas beaucoup d'expérience en échographie, mais nous, ça nous arrive. Même au scanner, on a fait 2-3 fois le diagnostic avec reconstruction multiplanaire des images. Alors, la question de Anne, une deuxième question, si XRS nodule par voie vaginale, et ouverture, etc., quelles sont les conséquences sur l'accouchement par voie basse? Merci pour ce superbe topo. Globalement, il y en a très peu. Globalement, on m'a posé la question hier à Saint-Joseph, il n'y a aucun souci pour la voie basse parce que derrière, ça va. Le vagin est quelque chose de très souple et vu qu'on ne touche pas au niveau sur le col en lui-même, c'est pas un souci. Il n'y a pas des insertions décrites après une suture à ce niveau-là. Donc c'est pas un souci pour un accouchement par voie naturelle. Ce qui est plus discuté, par contre, c'est de faire attention si on doit faire chez les patientes qui ont eu un geste postérieur. Là où il faut faire attention, c'est si on doit faire une césarienne en urgence avant de. Alors, je ne sais pas quelles sont les pratiques dans tous les pays qu'on a là en direct, mais par exemple, en France, on extériorise beaucoup l'utérus pour le suturer. Il faut faire attention que derrière, ça ne soit pas complètement adhérent avant d'extérioriser l'utérus. Parce que j'ai déjà vu un cas comme ça où derrière, ça a complètement déchiré le rectum. Donc, c'est juste faire attention à ça. Donc, je suis plutôt sur le côté, mais généralement, ce que je préconise, c'est de ne pas extérioriser l'utérus en cas de césarienne. Très bien, très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? La parole sera donnée, la parole va circuler s'il y a d'autres questions. Non? Écoutez, au nom de notre présidente Véronique Boutet, donc, il ne me reste qu'à vous remercier tout le monde, tous les experts, les orateurs, très chers orateurs. On se donne rendez-vous le 1er juillet, jeudi 1er juillet, avec l'équipe de l'université d'Al-Mansoura en Égypte sur le traitement néoadjuvant. Vous êtes tous bien entendu conviés. Voilà. Merci encore.